l'indépendance de l'État d'Israël. Quelques mots derrière lesquels se cachent des regards, des visages, des soldats, des guerres, des peurs, des illusions et des désillusions, du courage et des miracles. On ne peut pas résumer la création de l'État d'Israël à un vote des Nations Unies. C'est l'histoire d'un peuple persécuté, déporté depuis toujours, qui retrouve sa terre au prix de sacrifices hors de l'entendement. C'est l'histoire du peuple juif. Alain, Il est écrit dans la Bible que le roi David a conquis Jérusalem et a porté les saintes écritures pardon, sur le mont Sion. Et c'est sur le mont Sion que Salomon a construit le temple lorsqu'il est devenu roi. Les temps héroïques de la souveraineté juive sur les provinces bibliques d'Israël et de Judée étaient une inspiration pour David Ben Gourion. Le mont Sion a donné son nom au mouvement sioniste. Ben Gourion a donc construit l'État moderne d'Israël sur les fondations de l'Ancien. Ce qui l'intéressait dans la Bible, c'étaient les hauts faits historiques du peuple juif sur la terre d'Israël. Quand Ben Gourion pensait à cette époque de l'Antiquité où le temple du roi Salomon resplendissait dans Jérusalem, il y voyait un grand motif de fierté nationale. Et c'est cette fierté nationale qui avait pris fin il y a environ 2000 ans, quand Rome a détruit le temple et fit disparaître la Judée et Israël de la face de la terre. Pour cela, quoi de plus efficace que d'y supprimer les noms de Judée et d'Israël? C'est à cette époque que les Romains ont donc introduit le nom de Palestine. Les noms de Judée et d'Israël n'ont plus été utilisés et ont peu à peu disparu. Après la conquête, de nombreux Juifs ont quitté la Palestine romaine. Commence alors la diaspora. La diaspora, c'est 20 siècles d'exil, pendant lesquels le peuple juif est privé de nation. En Afrique du Nord et presque dans toute l'Europe, les Juifs y sont des citoyens de seconde classe, dans le meilleur des cas. En France, en Pologne et en Russie, les Juifs n'avaient pas le droit de cultiver la terre, et c'était comme ça pendant des siècles. Les Juifs sont les cibles de pillages, de viols et de meurtres pendant les violentes attaques qu'on appelle les pogroms. Les Juifs ne pouvaient pas se défendre en Europe. Ils étaient massacrés à chaque fois qu'il y avait un pogrom. Et c'était très fréquent, puisque les Juifs étaient pauvres, opprimés et méprisés dans toute la diaspora. Mais petit à petit, une idée émerge autour de Théodore Herzl, qui, à Bâle, en 1897, réunit tous les représentants sionistes du monde et pose les fondements de l'État juif. Et cette idée semble être à portée de main. Presque à la fin de la Première Guerre mondiale, le 2 novembre 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Arthur Balfour, annonce publiquement le soutien britannique à la création d'un foyer juif en Palestine. Il adresse officiellement au baron de Rothschild, éminence de la communauté juive britannique, une lettre ouverte qui dit « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. » Durant la Première Guerre mondiale, cette déclaration marque un soutien inédit de la Grande-Bretagne en faveur du mouvement sioniste. La Première Guerre mondiale bouleverse la situation. La Grande-Bretagne affronte les Ottomans dans le Moyen-Orient. La déclaration Balfour ne prendra toute sa dimension qu'un mois plus tard, lorsque les Britanniques s'emparent de Jérusalem et occupent la Palestine. Le gouvernement britannique a promis la Terre Sainte aux Juifs. Ces derniers sont donc autorisés à revenir en Palestine, leur patrie originelle. Affluents d'Europe par milliers, les colons construisent des villages et des villes modernes comme Tel Aviv. Ils achètent au prix fort ces terres laissées à l'abandon, ces terres qui étaient pour la plupart soit des marécages, comme la zone du Sharon, soit infertiles et sablonneuses. À cette occasion, les grands propriétaires terriens arabes s'enrichissent davantage. En Europe, la catastrophe qui se prépare provoque un afflux de réfugiés en Palestine.
On compte 50 000 nouveaux arrivants pour la seule année 1935. Et cette vague d'immigration est inacceptable pour Adjamin al-Husseini, moufti de Jérusalem, dont le clan venait pourtant de s'enrichir avec la vente des terres infertiles vendues aux Juifs. Le plus haut responsable musulman en Palestine est horrifié par l'arrivée des Juifs, pas seulement parce qu'il était en conflit avec eux sur des questions territoriales, mais aussi parce qu'il était animé par un antisémitisme très virulent. Dans les années 1920, l'antisémitisme de Adjamin al-Husseini s'était traduit par un déchaînement de pillages et de meurtres. Pour se protéger, les Juifs avaient constitué une force de défense clandestine, connue sous le nom de Haganah. Entre 1936 et 1939, le Moufti provoque une longue série d'émeutes. Des Juifs sont tués, mais l'intervention de la Haganah limite le nombre de victimes. Husseini va faire pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle bloque le projet de l'État juif, et les Britanniques se laissent convaincre. En 1939, dans un document appelé le Livre blanc, la Grande-Bretagne expose une nouvelle politique qui pourrait avoir été décidée par le Moufti lui-même. Les Juifs n'auront donc plus le droit d'acquérir des terres. L'immigration juive sera d'abord réduite et progressivement stoppée. Il y aura un État arabe en Palestine, mais pas d'État juif. À un moment où la vie des Juifs d'Europe était menacée, ce revirement est ressenti comme un coup cruel par les sionistes en Palestine. Quelques mois après que les Britanniques aient pris position contre la naissance d'un État juif, la machine de guerre nazie déferle sur l'Europe. En Palestine, Husseini forme une troupe de SS musulmans avec le soutien des nazis, comme Hitler. Son but avoué est d'exterminer les Juifs. En symbole d'opposition à l'immigration juive, Amin al-Husseini érige des lieux saints musulmans dans Jérusalem. Il rêve de diriger une grande Arabie et une Palestine débarrassée des Juifs. Dans les quartiers arabes de Jérusalem, Hitler semble tomber à pic. À cette époque, le culte du Führer et la haine du juif qui règne en Allemagne ne sont pas étrangers aux Arabes. Hitler a bonne presse parmi eux. Amin al-Husseini ne tarde pas d'ailleurs à assurer l'Allemagne de son dévouement. Pendant ce temps, la Haganah se prépare activement à la guerre. Elle fait passer le plus possible d'immigrants juifs en Palestine, de futurs soldats pour l'armée qui va naître. Pardon. Les forces de Ben Gourion organisent des ateliers clandestins, comme ce modeste kibboutz au sud de Tel Aviv. À la fin des années 40, il est connu pour son service de blanchisserie ouvert 24 heures sur 24. Mais le bruit des machines couvre celui de l'atelier d'armement installé juste en dessous. Les ouvriers y fabriquent des milliers de cartouches 9 mm pour le pistolet mitrailleur Sten, l'arme standard de la Haganah. Les armes sont fabriquées et un véritable arsenal est constitué. En Europe, les forces allemandes déferlent sur la Pologne le 1er septembre 1939. Elles écrasent l'armée polonaise et continuent leur progression. La Norvège, la Belgique, la Hollande, la France, les pays tombent l'un après l'autre sous l'ombre de l'Allemagne nazie.
Si 2000 ans d'exil n'ont pas prouvé qu'il était nécessaire de créer un État juif, les camps de la mort d'Hitler le démontrent avec une clarté dévastatrice. C'est le moment pour l'État juif de réclamer son dû, surtout après les souffrances endurées pendant la guerre. Mais l'État juif va en réalité naître sur les champs de bataille et non dans un comité diplomatique. En octobre 1945, Ben Gourion autorise la Haganah à s'attaquer aux Britanniques. Il ne vise pas les soldats, mais considère les ponts, les voies ferrées ou les stations radars comme des cibles légitimes. Pour les Britanniques, c'était un groupe d'insurgés qui devait être écrasé. En juin 1946, ils lancent d'ailleurs des mesures contre la Haganah. Les forces britanniques confisquent des armes, arrêtent des milliers de personnes et lancent un mandat d'arrêt contre David Ben Gourion. Lui se réfugie à Paris, où il a une rencontre informelle avec Ernest Bevin, ministre britannique des Affaires étrangères en janvier 1947. Bevin lui demande de mettre un terme à la rébellion. Ben Gourion a répondu non. Nous continuerons la lutte jusqu'à ce que nous ayons atteint notre but. Finalement, c'est Ernest Bevin qui recule. Peu après sa rencontre avec Ben Gourion, il se débarrasse de la question de la Palestine en la soumettant à l'Organisation des Nations Unies. Ben Gourion retourne en Palestine et rencontre les principaux dirigeants de la Haganah. La plupart d'entre eux ne se rendaient pas compte qu'ils allaient affronter plusieurs armées arabes et qu'ils allaient avoir besoin de tanks et d'avions. À l'époque, un chef de la Haganah lui demande comment il allait résoudre ce problème. Et Ben Gourion a répondu « C'est très simple, je vais aller collecter de l'argent auprès des Juifs américains. Et après, j'enverrai des hommes acheter toutes les armes qu'ils pourront trouver dans les surplus de la Seconde Guerre mondiale. On les stockera dans des caches secrètes en Europe. Et dès que l'État Israël aura été créé, on y fera venir les armes. On équipera notre armée et on gagnera la guerre. » Finalement, c'est Golda Meir, une sioniste venue du Wisconsin, qui part aux États-Unis pour rassembler des fonds. Elle reviendra 3 mois plus tard avec 40 millions de dollars. Avec cette somme considérable pour l'époque, Ben Gourion envoie ses hommes en Europe acheter des armes comme prévu. Et il les stocke en prévision du jour où l'État serait créé. À cette époque, les Britanniques limitent l'immigration juive en Palestine, mais une immigration illégale se poursuit. Le bateau Exodus part du port de Sète dans le sud de la France le 11 juillet 1947, avec à son bord 4515 immigrants, dont 655 enfants. Beaucoup sont des survivants de la Shoah et des apatrides. Arrivé le 18 juillet au large de la Palestine, mais hors des eaux territoriales gardées par les Britanniques, il est expulsé par la puissance mandataire vers l'Europe. Dans une vaine défense contre les Britanniques, 2 immigrants et un membre d'équipage perdent la vie et 30 sont blessés. Revenus dans les eaux françaises, les immigrants restent 24 jours dans le bateau, refusant de débarquer. Les Britanniques décident alors de mener le bateau en Allemagne et ses occupants sont débarqués de force à Hambourg et transportés dans 2 camps près de Lübeck. Après une émotion internationale, les immigrants sont finalement amenés dans les camps de transit à Chypre. Par la suite, la majorité des personnes de l'Exodus s'installeront en Israël. Cet épisode sera un des éléments déclencheurs et fondamental qui entraînera le départ des Britanniques, laissant à l'ONU la responsabilité de trancher la question de la Palestine. Pendant ce temps, un comité de l'Organisation des Nations Unies en arrive à la conclusion que la Palestine doit être divisée en 2 États, un État arabe et un État juif. Le 29 novembre 1947, les Nations Unies se réunissent pour voter sur cette proposition historique. Afghanistan? No. Ukraine? Yes.
Soviet Union? Yes. United Kingdom and Spain? The United States? Yes. Yugoslavia? Sur toute la planète, les radios permettent de suivre la procédure en direct. Le plan de partage exige une majorité des 2/3. Il l'obtient à 2 votes près. Of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, in a favor. La partie juive accepte ce partage territorial, mais les Arabes refusent et déclarent ouvertement leur intention d'empêcher par tous les moyens la création d'un État juif. Les Arabes ont commencé à tirer sur les Juifs dans la nuit même. Ils votent contre le plan de partage en faisant parler les bombes et les fusils. Jérusalem est coupée de Tel Aviv. Des centaines de Juifs sont massacrés. Soudain, la naissance de l'État ressemble à un piège mortel. Face à ces massacres, les dirigeants de la communauté juive internationale et des dirigeants juifs en Palestine s'inquiètent. Et si le projet de l'État juif devenait un piège qui risquait d'anéantir la population juive? La Palestine plonge dans le chaos. Le monde hésite. Même les États-Unis reculent et cessent de soutenir le plan de partage. Ben Gurion a compris qu'il devait obtenir une victoire militaire pour montrer au monde extérieur et aussi au peuple d'Israël qu'il pouvait réussir. Il a donc monté l'opération appelée Narshon, pour laquelle il a rassemblé une force militaire de 1500 hommes. Pour l'époque, cette mobilisation est colossale. Et pour rassembler une force de 1500 hommes, Ben Gurion mobilise les soldats qui protégeaient les implantations dans tout le pays. De nombreuses communautés restent donc sans protection. Mais Ben Gurion veut à tout prix que cette armée juive fonce jusqu'à Jérusalem. Le commandant arabe Abdelkader Husseini leur barre le chemin. Les Juifs attaquent son armée le 1er avril. Après plus d'une semaine de combats acharnés, ils parviennent à rejoindre Jérusalem. Au cours de cette opération, Abdelkader Husseini est tué. Cette victoire inespérée a insufflé une grande confiance à la communauté juive de toute la Palestine. Une semaine avant qu'Israël ne proclame son indépendance, Moshe Sharet, l'envoyé des États-Unis, est convoqué d'urgence par le ministre des Affaires étrangères, George Marshall. L'entretien a été brutal. George Marshall lui a dit « Vous n'avez pas intérêt à créer un État. Et nous, les États-Unis, on ne vous donnera pas une seule cartouche. » Sharet est ressorti de cet entretien très secoué. Et Ben Gurion a décidé que malgré tout le respect qu'on devait aux États-Unis, il fallait aller jusqu'au bout et proclamer la création de l'État juif. Dans l'après-midi du 14 mai 1948, le dernier représentant officiel anglais rejoint son navire et met le cap sur l'Angleterre. À quelques kilomètres de là, Ben Gurion s'adresse à ses compatriotes et déclare enfin l'indépendance de l'État d'Israël. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration juive et aux juifs venant de tous les pays de la dispersion. Il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix, selon l'idéal des prophètes d'Israël. Il assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Il garantira la liberté de culte, de conscience, de langue, d'éducation et de culture. Il assurera la protection des lieux saints de toutes les religions. Nous tendons la main en signe de paix et de bon voisinage à tous les pays voisins et à leur peuple. Nous demandons au peuple juif dans sa dispersion de se rassembler autour des Juifs d'Israël.
Vive l'État d'Israël! En 1948, les Arabes ont rassemblé leurs forces. Les armées d'Égypte, de Syrie, de Jordanie, du Liban et d'Irak lancent un assaut coordonné. Leur cible est une nation qui vient tout juste de naître, Israël. Quelques heures auparavant, l'État juif venait de fêter son indépendance. Et maintenant, ses fils et ses filles doivent affronter des soldats prêts à faire un bain de sang. Les forces arabes disposent de tanks, d'avions de combat et rassemblent au total près de 135 000 soldats. En face, 45 000 Israéliens s'apprêtent à les affronter à 3 contre 1. Ils n'ont pas de tanks, pas d'avions. Les Arabes sont persuadés qu'ils vont écraser les forces juives et s'emparer d'Israël. Ils sont persuadés que la résistance des Juifs n'allait durer que quelques jours. Et pendant les premières heures de combat, cette arrogance semble bel et bien justifiée. Des avions arabes bombardent Tel Aviv, la capitale provisoire d'Israël. Au sol, une colonne de blindés fonce sur cet objectif pour finir le travail. Mais c'est sans compter sur les fermiers de Yad Mordechai, une implantation juive qui leur barre la route de Tel Aviv. Pendant 5 jours, des soldats volontaires font barrage aux Égyptiens. Ce délai suffit aux Israéliens pour récupérer tout un arsenal stocké dans les caches secrètes autour de la Méditerranée. Des tanks, des avions, des mitrailleuses et des munitions affluent vers Israël. En quelques mois, les Israéliens repoussent l'invasion arabe. Au printemps 1949, les combats sont terminés. Israël a gagné sa guerre d'indépendance. Israël existe, une nation juive moderne qui continue à grandir sur son ancien territoire biblique. Pourtant, le 22 juin 1948, à nouveau l'État hébreu a failli s'éteindre, et cette fois-ci, par une guerre fratricide. Le 22 juin 1948, soit seulement 5 semaines après la création de l'État d'Israël, un événement dramatique va se dérouler sur la plage de Tel Aviv, où la nouvelle armée fraîchement créée de Tsahal va tirer sur un bateau rempli de juifs. Car la Haganah n'est pas le seul parti armé du jeune État hébreu. Le Hetzel, plus identifié à droite, commandé par Menachem Begin, joue un rôle essentiel de défense en Israël. Le 31 mai 1948, soit quelques jours après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, Tsahal est créé sans intégrer les soldats du Hetzel. Le Hetzel affrète un bateau qui a été renommé l'Altalena. Celui-ci est chargé de centaines de nouveaux émigrants, mais surtout d'une grande quantité d'armes qui ont été achetées de façon secrète au gouvernement français. Le 11 juin 1948, l'Altalena quitte les côtes françaises et se dirige vers les côtes israéliennes. Ben Gourion exige que la totalité du chargement soit donnée à Tsahal. Et de son côté, Menachem Begin, commandant du Hetzel, s'y oppose. Lorsque le bateau arrive sur les plages de Tel Aviv le 21 juin, une partie de la cargaison est déchargée au profit de Tsahal et un grand nombre de passagers quittent son bord pour rejoindre la terre ferme et leur nouveau foyer. Les forces de Tsahal adressent un ultimatum à l'équipage lui demandant de se rendre. Mais celui-ci refuse de tempérer et Tsahal tire ses premiers coups de feu contre un bateau à nu rempli de frères juifs. Le 22 juin, au matin, l'Altalena est échouée au large de Tel Aviv. Begin, présent sur le bateau, donne l'ordre à ses hommes de ne pas riposter. À la fin de ce bombardement, on recense 18 morts, 16 hommes du Hetzel et 2 soldats de Tsahal. Cet épisode marque à jamais Menachem Begin, qui à la fin de sa vie demanda qu'on se souvienne de lui comme l'homme qui a empêché une guerre fratricide. Une guerre entre frères, ça, jamais. Après de nombreuses pertes humaines, Israël remporte cette guerre d'indépendance. Elle aura duré 13 mois, dont 61 jours de bataille continue. Cette guerre sera la plus meurtrière de son histoire, avec la perte de 6 000 personnes, 4 000 soldats et 2 000 civils, c'est-à-dire 1% de sa population. Ce lourd tribut a donné aux Juifs du monde entier une nation qui renaît sur le sol de leurs ancêtres. Israël est aujourd'hui encore la seule démocratie du Moyen-Orient.